Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 4 de l'étoile de Bessèges. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté du Mont Bouquet, étape qui a été assez animée, en fait plus animée avant le Mont Bouquet même que pendant le Mont Bouquet où ça a été beaucoup plus calme. Étape bien entendu où le vent a eu une grosse importance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette étape. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclistes. N'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0 sur Spotify. Nouvel épisode sur Vincent Defrane, notamment sa victoire sur la poursuite des Jeux Olympiques de 2006. On revient un petit peu sur toute la carrière de Vincent Defrane dans cet épisode. Bon, on commence tout de suite avec cette quatrième étape de l'étoile de Bessèges, qui a été animée, mais animée en fait beaucoup plus tôt que prévu. Et oui, parce que le vent était très fort encore sur cette étape. Bien plus fort même encore que sur les prévisions de la chaîne météo quand on avait fait la présentation de la course. Là, on était au-delà de 50, 60, 70 km/h. En haut du Mont Bouquet, il y avait autour de 75 km/h de vent. Donc c'était vraiment énorme. Et forcément, il y a eu un coup de bordure, notamment avec les treks, avec Arnaud Delis également. Avec également des DEF qui se sont échappés et qui ont résisté au retour du peloton, qui n'a jamais réussi à revenir sur les hommes de tête, avec un peloton qui n'a jamais été extrêmement bien organisé également. Pour revenir sur les hommes de tête, il y a quand même des équipes qui n'ont pas roulé. On a du mal à comprendre pourquoi elles n'ont pas roulé, pourquoi elles n'ont pas pris le risque à un moment d'aider Arkea à une trentaine, quarantaine de kilomètres de l'arrivée, parce que il y avait peut-être encore la possibilité au moins d'être à 30 secondes au pied de ce Mont Bouquet. Forcément, à 30 secondes, c'est peut-être plus la même chose. Peut-être que ça se regarde un petit peu avant même le Mont Bouquet, alors que là, ils avaient une avance de plus d'une minute au départ du Mont Bouquet. Donc les hommes de tête, ils ont pu courir parfaitement. Avec un bon Nelson Polest encore, qui est en très grande condition physique, parce que je ne vais pas en parler plus tard de Nelson Polest. Et puis des Français qui ont été présents, notamment Sivakov également, mais même des Français présents qui étaient dans le deuxième groupe. Et ça, c'est très intéressant également. Je précise également que j'enregistre, il est 16h56, c'est-à-dire que pour le moment sur Pro Cycling Stats, je n'ai que le top 10 de l'étape. Je n'ai pas beaucoup plus, mais vous avez le tournoi destination également que je vais suivre sur la chaîne. On fera un débrief de toutes les journées, peut-être le mardi, peut-être pas le lundi, mais le mardi sur la chaîne. On essaiera de faire un débrief de tout ce qui s'est passé lors des matchs précédents, lors de la première journée, deuxième journée de compétition, voir un petit peu les points forts, les points faibles. Parce que je rappelle qu'on suivra également la Coupe du Monde de rugby sur la chaîne. Ça sera plus tard, ça sera au mois de septembre. Eh bien, on commence tout de suite avec cette étoile de Bessèges, avec les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, ce qui est le mot jeu, même si, alors, physiquement il est fort, ce qui est le mot jeu, mais je trouve que c'est pas le coureur le plus fut-fut du peloton. Déjà c'est... Enfin, je trouve qu'il a une manière de courir qui est bizarre. Hier, on en a parlé, moi je comprends pas pourquoi il roule pas. Hier, quand il y a un moment, ils sont que 3 devant, il peut faire la différence et il peut faire un écart à ce moment-là. Là, aujourd'hui, il commence faiblement son Mont Bouquet. Alors, je pense qu'il a la capacité d'accompagner Nelson Polest, mais il ne va pas accompagner Nelson Polest. Il y a un moment même, il aurait pu se faire avoir parce qu'il fait un effort important, parce qu'il se replace dans la roue d'Arnaud Delis. Forcément, Arnaud Delis était le moins fort du groupe où il y avait Sivakov et Latour avec lui. Ils étaient 4 à un moment. Et lui, il se met dans la roue d'Arnaud Delis après avoir attaqué. Enfin, je sais pas. Des fois, tu sens qu'il sait pas trop... En termes de tactique, c'est pas le meilleur encore Scalmoseux. Par contre... sur les courses d'une semaine, même s'il n'est pas très bon tactiquement, physiquement, ça lui correspond totalement. Ce type de course-là, on l'avait vu notamment sur le Tour de Luxembourg, c'est vraiment le profil de course qui lui convienne extrêmement bien pour le moment. Et là, il a été très très bon pour le moment sur cette étape.
Alors il va y avoir un match par rapport à Paulès, mais il est meilleur que Paulès sur le contre-la-montre. Donc je suis pas sûr que ce soit Paulès l'adversaire numéro 1 de Skelmoseux pour demain. Mais ouais, il a fait une belle étape Skelmoseux, mais tactiquement, encore une fois, j'ai des doutes à des moments dans sa manière de courir. Par contre, techniquement, la Trek, ils se sont vraiment sacrifiés pour lui. Un gros travail notamment de Mats Pedersen. Pour Skelmoseux c'est quand même une bonne semaine pour la Trek parce que ça s'est bien passé avec la victoire de Ciccone sur le tour de la communauté de Valence. Donc plutôt une bonne semaine pour la Trek qui avait commencé du côté du Down Under un petit peu faiblement, là et du côté de San Juan aussi où il y avait Berastouri mais qui avait été assez peu visible. Là, ça va quand même un peu mieux du côté de la Trek, mais c'est vrai que Skelmoseux, en termes de tactique de course, je pense c'est un domaine sur lequel il doit progresser, parce que hier, il se fait, ils peuvent rouler à 3 et peut-être faire un grand coup. Là aujourd'hui, il y avait peut-être mieux à faire à un moment. Peut-être que s'il accompagne même Paulès, il est en capacité de lâcher Paulès, alors que là, ça n'a peut-être pas été le cas. Par contre, il a bien géré le sprint. Je pense que du côté de la Trek, on avait dit faut être en tête au moment de l'épingle, parce que après ça devient c'est très compliqué après l'épingle de réussir à dépasser. Et là, il a bien surpris à ce moment-là Nelson Paulès, mais à d'autres moments, voilà, une stratégie qui n'était pas forcément la plus réussie pour le coureur danois. Bon, demain, il faudra faire. Je pense que c'est le favori pour la victoire finale, parce que l'écart avec Paulès est de 4 secondes, mais Paulès est quand même pour moi moins fort sur le chrono que le Skelmoseux et sur 11 km. En rappelant que c'est la montée de l'Ermitage, on peut faire des différences, même s'il faudra faire attention au vent. Il faudra même qu'il se méfie peut-être de Pierre Latour. L'écart est d'une vingtaine de secondes. Mais bon, Pierre Latour, dans un grand jour, peut peut-être faire la différence. On poursuit avec Kevin Vauquelin. C'est fort quand même ce qu'il a fait, Vauquelin. C'est fort parce que, ils se font avoir sur le coup de bordure, ça c'est clair et net. Mais la montée du Mont Bouquet que fait Kevin Vauquelin est quand même assez dingue. Il colle 11 secondes à Thibaut Pinot. Sur 4 km, c'est quand même court le Mont Bouquet. Mais il reprend 15 secondes à tout le monde, à tous les mecs qui sont devant. Alors certes, devant, ça s'est un peu regardé, mais bon, c'est pas regardé pendant 3 plombes. Surtout qu'avant, il fait quand même rouler ses hommes, ça roule énormément du côté d'Arkea. Je trouve que Kevin Vauquelin, là encore, sur les courses d'une semaine, aujourd'hui, c'est très fort. Mais j'ai envie de dire que Arkea a quand même 3 très bons coureurs par étape. C'est-à-dire, entre Vauquelin, vous avez également Louis Barret, vous avez également Gardalec. Je trouve que c'est quand même pas mal au niveau des coureurs de cet âge-là. Et là aussi, on parlait hier de maturité d'Arnaud Delis, mais je trouve que également Kevin Vauquelin a fait preuve de maturité aujourd'hui, parce qu'il ne s'est pas affolé, alors que la situation était quand même compliquée. Ils sont à 1 minute 40 de retard. Personne ne les a vraiment aidés à part Tudor. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui n'ont pas aidé Arkea. Bon, AG2R, je peux le comprendre avec Cosnefroy. Parce que Cosnefroy, c'est pas forcément le type d'arrivée. 4 km, c'est un peu lourd pour Cosnefroy. Pour d'autres, je suis un petit peu plus surpris qu'il n'ait pas aidé. Et du côté de Vauquelin, c'est le meilleur grimpeur du deuxième groupe. Donc très belle perf de la part de Kevin Vauquelin. Demain, on verra sur le contre-la-montre, mais il est capable de rentrer dans le top 5 assez largement de cette étoile de Bessèges. Pour le moment, il est 6ème. Devant lui, c'est Arnaud Delis. Il y a 7 secondes avec Arnaud Delis. Lui, il a 11 secondes d'avance sur Thibaut Pinot. Je pense que Kevin Vauquelin, son objectif, ça sera d'aller chercher Arnaud Delis demain. 7 secondes, c'est reprenable, surtout encore une fois avec la montée de l'Ermitage. Et Sivakov est à 26. C'est compliqué à 26 secondes, mais il faudrait que ça se plante devant. Mais je pense que Vauquelin, demain, il faudra s'en méfier. Pourquoi pas pour un très bon contre-la-montre, parce qu'il a l'air d'avoir bien bossé cet hiver. On poursuit après Vauquelin, après Skelmoseux, avec Arnaud Delis. C'est quand même une belle performance qu'a réalisé Arnaud Delis. C'est-à-dire que 1 minute 34, donc il a perdu 1,30 grosso modo sur les meilleurs grimpeurs dans la montée, sur 4 km, sur une montée qui était quand même très exigeante.
il s'attendait pas non plus à être peut-être encore aux têtes du classement général à ce moment-là de la course. C'est bien, surtout avec cette physionomie de course-là où il se retrouve en tant que baroudeur, où il se retrouve à être dans la première cassure. Il a roulé un petit peu en plus Arnaud Delis, hein, parce qu'il se cache pas. C'est un coureur qui est généreux dans l'effort, comme on dirait, Arnaud Delis. La montée qu'il fait quand même à l'arrivée, c'est très bien pour un sprinter. C'est le Mont Bouquet, hein, on rappelle, c'est quand même costaud. Donc, non, belle performance, mais ça montre qu'il est prêt pour les classiques de début de saison en Belgique. Hein. Voilà, ça montre aussi ça. Ça montre que physiquement, il est prêt. Il y a un autre coureur aussi qui fait une belle perf avec Arnaud Delis, peut-être passé un peu plus inaperçu. Axel Laurence, 1,53 de retard, si c'est pas une erreur du classement de l'étoile de Bessèges. 10e de l'étape, là aussi un bel perf de la part d'Axel Laurence. Non, c'est pas une erreur, qui finit donc premier du sprint, on va dire, du reste du peloton. Belle performance de la part d'Axel Laurence, donc vraiment une bonne journée de la part du coureur français Arnaud Delis. Je vais pas me répéter encore une fois hein, sur tout ce que j'ai dit sur Arnaud Delis, mais vraiment impressionnant. 4 km, 1 minute de perdu. C'est aussi intéressant pour Arnaud Delis parce que ça lui montre quel écart il lui reste encore avec les meilleurs. Par exemple, pour un Milan-San Remo, le Mont Bouquet, c'est un peu plus dur que le Poggio. Mais c'est quand même le Poggio, ça doit être 3,5 km le Mont Bouquet c'est 4 km. Le Mont Bouquet est un petit peu plus pentu, mais quand même on est sur des temps d'effort qui je dirais sont des temps d'effort entre 10 minutes et un quart d'heure. Ça permet de voir à peu près l'écart qui peut se prendre par rapport au meilleur sur un Milan-San Remo sur le Poggio. Donc ça montre peut-être la stratégie de course qu'il faudra faire du côté de la Lotto. Peut-être éliminer les meilleurs punchers, les meilleurs grimpeurs en roulant extrêmement fort ou en mettant en difficulté. Mais ça sera un coureur très fort sur les classiques belges. Hein. Encore une fois, Umlout et Nieuwsblad, c'est dans 20 jours, 20-25 jours. Eh bien, ça va être un coureur important à ce moment-là pour cette course. Donc, il faudra faire attention à Arnaud Delis lors de cette épreuve parce que ça risque d'être un coureur très compliqué à battre. Et puis, je termine avec Pierre Latour. Confirmation que le début de saison est très bon de la part de Pierre Latour, 3e. Il va quand même Sivakov aujourd'hui, Pierre Latour. Je pense que Pierre Latour, on a voulu le cataloguer, pardon. Je vais y arriver avec les bonnes syllabes. On a voulu le cataloguer coureur par étape, coureur de course de 3 semaines. Je pense que c'était une erreur parce qu'en haute montagne, il est limité. Par contre, il est très bon sur ce type de course-là. On l'avait vu, un Tour du Luxembourg, par exemple, correspond à ses qualités, à Pierre Latour. Pour moi, il est plus puncher que grimpeur. C'est un peu le profil, à part qu'il est meilleur sur le contre-la-montre, mais un peu d'un Victor Lafay. Pierre Latour. C'est-à-dire pour moi, c'est plus un puncher qu'un grimpeur. Il est bon en montagne. Hein. Dans une échappée, il peut aller battre des bons coureurs. Mais à la pédale, naturellement, il n'ira pas faire des grands résultats en montagne. Et on a cru que Pierre Latour serait en capacité d'aller faire des grands résultats en haute montagne. Et je pense que ça a été une erreur de la part de sa formation Total Energy, mais ce qui était déjà peut-être l'erreur qu'avait fait AG2R. Mais il a été très bon et de toute manière sur ce type d'arrivée-là, il est très bon parce que sur la Volta, il s'impose. C'est une bosse comme ça, 4-5 km, très pentue. Quand il s'était imposé en 2016, c'était à peu près le même type de pente. Donc voilà, pour moi, Pierre Latour, c'est vraiment ce type d'arrivée lui convienne bien et on sent qu'il est en forme. Donc 13 secondes, c'est vraiment pas mal. Et puis au général, pour la 3e place, encore une fois, hein, 22 secondes. Il a 40 secondes d'avance sur Sivakov, s'il n'y a pas d'erreur sur mon classement. Paulès est à 18 secondes. 18 secondes, 11 km, ça paraît beaucoup, sauf que vent de côté, sauf que
Une crevaison, ça peut arriver également sur un contre-la-montre. Une contre-performance sur un contre-la-montre qui est quand même un effort spécifique. Si on n'a pas utilisé le vélo, si on a changé de marque de vélo, on a changé de type de vélo, il peut y avoir des mauvaises surprises sur un premier contre-la-montre de la saison. Donc il faudra faire attention pour Nelson Poles, qui n'a pas tant d'avance que ça au niveau du classement général. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, j'en ai deux aujourd'hui, la Groupama FDJ. Alors pas Thibaut Pinot, parce que Thibaut Pinot perd 11 secondes sur Vauclin, mais c'est pas forcément, qui est un peu beaucoup quand même, mais les objectifs sont différents. Thibaut Pinot, on est en début de saison, je le dis toujours, Thibaut Pinot au mois de février, c'est quand même pas idéal. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour un Thibaut Pinot du mois de février. Et puis c'est une montée très sèche, c'est pas forcément là où il est le meilleur Thibaut Pinot, sur une montée courte comme ça, extrêmement sèche. Donc c'est plutôt intéressant la manière dont il a performé sur cette montée du côté du Mont Bouquet, même si je pense que sur l'intersaison il a peut-être fait un travail spécifique, peut-être un travail un peu plus puncher, un peu plus classic man, enfin classic man monument, hein, on se comprend, un peu plus travailler son punch, parce que je pense que les championnats de France lui trotte dans la tête du côté de Cassel. Je suis pas sûr que ce soit juste une blague, ces propos sur les championnats de France du côté de Cassel. Et puis, de toute manière, le Tour de Lombardie, ça va être un de ses objectifs aussi, hein, Thibaut Pinot. Et il sait que travailler un petit peu sa vivacité peut être important dans une échappée également sur le Tour de France pour aller battre au sprint en haut d'un col peut-être ses adversaires. Mais du côté de Thibaut Pinot, il a fait une belle perf. Par contre, la Groupama FDJ, je comprends absolument pas pourquoi ils n'ont pas aidé Arkea. À 40 bornes de l'arrivée, il y a une petite bosse. Arkea décide d'accélérer à ce moment-là. Il faut aider Arkea. Arkea ne peut pas reprendre une 45, une 50 seule. Même si le collectif est intéressant, ils ne peuvent pas le faire. Ils sont déjà revenus à une 20, à peu près. Une 20, une 15, ce qui est déjà pas mal. Et si tu aides, peut-être, la Groupama, eh bien, tu peux peut-être revenir à 45 secondes au pied, à 40 secondes au pied, et ça change un petit peu la donne. Là, ce soir, les Thibaut Pinot, les Vauclin, les Hugo Hull, ils savent que le top 3, c'est impossible pour eux d'aller chercher le top 3 demain. C'est dommage pour un Thibaut Pinot que son équipe ne l'ait pas aidé beaucoup plus, n'ait pas fait le job. Alors peut-être qu'on manquait de main-d'œuvre hein, du côté de la Groupama. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à aider du côté de la Groupama FDJ son leader, qu'on n'ait pas roulé un peu plus pour aider parce que au final l'écart est quand même important ce soir, hein, une 17 à l'arrivée et Thibaut Pinot se retrouve top 7 à une 37, mais grosso modo il peut plus aller chercher grand monde. Il faudra qu'il regarde un peu derrière Hugo Hull. Il est un peu dans un no man's land pour demain. C'est dommage parce que si vous êtes à 45 secondes, il se retrouve dans un gros match par rapport au mec de devant. Il se retrouve avec du Sivakov, avec Dely également. S'il n'y a pas un écart aussi important au pied, c'est dommage que les équipiers n'aient pas roulé. Et puis Benjamin Thomas, très discret sur cette étoile de Bessèges. Moi je l'avais pas mis parmi mes favoris, mais je le trouve quand même extrêmement discret, hein, Benjamin Thomas. Là aujourd'hui il fait 19e de l'étape. Bon voilà, il est passé presque à travers quand même de cette course, Benjamin Thomas. Enfin il était moins en forme que l'année dernière, ça c'est clair et net. Après du côté de Benjamin Thomas il y a peut-être d'autres objectifs. On veut peut-être également faire un train de qualité pour Brian Cocard sur les grands tours, et forcément Benjamin Thomas serait un homme important hein, pour aider Brian Cocard à aller chercher pourquoi pas une première victoire sur un grand tour et aller chercher une première victoire pour Cofidis depuis 2008. Je rappelle Sylvain Chabanel, c'était du côté de Montluçon, c'était la 19e ou 20e étape, je ne sais plus s'il y avait un prologue cette année-là. 18e ou 19e étape plutôt. C'était l'étape du vendredi avant le contre-la-montre de Saint-Amand-Montrond en 2008. Mais ça remonte quand même. Cofidis n'a pas gagné depuis extrêmement longtemps sur le Tour de France. Donc peut-être que Brian Cocard arrivera à faire ça. Et peut-être qu'on a
des objectifs qui sont différents par rapport à l'année dernière où l'idée était de sauver sa place en World Tour et que Cofidis avait décidé de tout miser sur le début de saison. Et c'est vrai que jusqu'au mois d'avril, ils avaient marqué énormément de points jusqu'à la victoire de Yon Izagirre, je dirais, pas la victoire, mais jusqu'aux places d'honneur de Yon Izagirre sur les courses par étapes en World Tour. Ils avaient été très performants et c'est vrai qu'en fin de saison, ils s'étaient un petit peu plus écroulés Cofidis. Donc peut-être l'idée est de faire une saison beaucoup plus constante, du fait qu'on ait beaucoup moins la pression sur la course au maintien, que la pression sur la course au maintien soit beaucoup moins forte pour les coureurs de cette équipe. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour de cette étape. Demain contre la montre, vers Alès, la montée de l'Ermitage, 11 km. Je ne vous remonte pas le profil, hein, vous le connaissez, c'est du classique. 11 km, faire attention au demi-tour au bout de 4 km 5, il y a à peu près 9 km de plat et puis ensuite 2 km de montée pour arriver en haut du côté de l'Ermitage, où c'est toujours particulier cette arrivée en cul-de-sac et toujours très difficile avec cette dernière épingle, hein, à 100 mètres à peu près de l'arrivée qui peut vous casser vraiment les pattes. Il faut bien réussir à la négocier cette épingle. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve demain, peut-être tard, hein, pour faire le débrief de ce contre-la-montre. Allez, ciao, ciao!